Eh bien, donc, bonjour tout le monde. Si vous avez des questions, c'est le moment. Voilà. Si vous avez des questions sur des exercices qui vous ont posé problème ou autres, hein. Bonjour Stéphanie, vous pouvez intervenir, c'est maintenant. Alors, Luciana. Ok. Bonjour Luciana. Alors, du coup, pas d'exercice, pas de questions. Bonjour, bonjour Stéphanie. Donc, pas d'exercice, pas de questions sur les exercices donnés. Non, tout va bien? Ok. Alors, si vous avez des questions qui arrivent entre-temps, vous pouvez les poser, hein, donc profitez-en, c'est le moment, on n'est pas nombreux. Et puis comme ça, au moins la question, aura la réponse, ça sera donnée à tout le monde en replay aussi. Il ne faut pas hésiter, faut pas hésiter. Alors, je vais partager mon bureau, mon écran ou ma fenêtre. Alors, donc, il ne veut toujours pas open board, donc j'en veux partager l'écran. Voilà, donc j'ai partagé mon écran. Ok, vous devez voir mon écran ici, maintenant. Ok, je vous propose une petite question pour démarrer la séance. Donc, c'est un vrai-faux, vrai ou faux? Voilà, première question pour démarrer. La somme de deux nombres rationnels est un nombre rationnel. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Justifiez bien sûr votre réponse. La question ne s'arrête pas là. On demande une justification de la réponse. Allez, je vous laisse quelques minutes de réflexion. Vous avez le droit de me poser des questions si ce n'est pas très clair. Et après, j'y réponds. Vous voyez bien l'écran? C'est bon? Oui. Ok. Oui. Très bien. Est-ce que la question est claire? La question est claire pour tout le monde? Bon. Oui. Très bien. Bon, c'est des questions classiques qu'on pose, hein. Alors, Elsa qui lève la main. Je t'écoute. Je vais tenter. Hein. Donc, Oui, oui, bien sûr. la somme de deux nombres rationnels est un nombre rationnel, c'est vrai. Oui. Ça peut être aussi un réel, puisque les nombres rationnels sont inclus dans les nombres réels. D'accord, mais ce n'est pas la question. Ah. Là, on vous demande, est-ce que c'est un rationnel? Tu dis, ok, c'est un rationnel, mais comment on va le justifier? Eh bien, en démontrant que ce n'est pas un entier naturel, en démontrant que ce n'est pas un décimal. Oui. Comment? Que ce n'est pas un relatif. Par rapport, là, on mélange tout. Un nombre relatif, c'est un entier qui peut être positif ou négatif. Là, on vous dit, c'est clair, hein, vous prenez deux nombres rationnels, vous faites la somme des deux, vous faites l'addition des deux, et donc on obtient un nombre rationnel. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Donc là, tu dis que c'est vrai, ok, mais comment on va le justifier? On peut donner un exemple? Alors, si tu donnes un exemple de deux nombres rationnels, bon, ok, on va donner un exemple. Donne-moi un exemple. Par exemple, 3. 3. 3 plus 3, ça fait 6. Alors, là, tu es en train de me dire la somme de deux entiers est un entier. Donc ça, c'est un entier. Plus un entier, ça donne un entier. Nous, on t'a pas dit un entier. On veut un nombre rationnel. Ah, ben 5 sixièmes. Ok. Donc 5 sixièmes. Ok, 5 sixièmes. Et le deuxième?
Euh, ben pareil, on met pareil. Alors, pourquoi tu prends exactement la même fraction? Parce que j'ai pas eu le temps de voir si c'est Ok, pas des décimaux. mais on s'en fiche en fait, on veut que ça soit rationnel. On n'a pas dit des nombres décimaux. Rationnel, donc une fraction. Rationnel, ça veut dire fraction. On Ben n'a 4 pas dit une sixièmes. fraction décimale. Hein? 4 4 sixièmes, sixièmes. oui, si tu veux. Ok, donc 5 sixièmes plus 4 sixièmes égale 9 sixièmes. Ok, donc là, ce que tu viens de justifier, c'est que la somme de deux fractions, mais pas n'importe lesquelles, la somme de 5 sixièmes qui est une fraction, plus 4 sixièmes qui est une fraction, donc deux nombres rationnels bien définis, ça donne ce nombre rationnel. Mais est-ce que, c'est la question qu'on va se poser, Elsa, est-ce que ce que tu viens de dire est valable pour tout nombre rationnel? La réponse est non. C'est Ah, pas parce qu'on a pris un exemple particulier qu'on va généraliser avec cet exemple et dire, ben voilà, ça marche pour ça, donc ça devrait marcher pour tous les nombres rationnels. Non. Donc retenez ça, c'est pas en prenant un exemple qu'on va pouvoir justifier un énoncé et dire qu'il est vrai. D'accord? Donc celle-là, elle est vraie, mais la justification ne fonctionne pas avec un exemple particulier. En revanche, par contre, si la proposition était fausse, c'est-à-dire si l'énoncé était faux, là, j'aurais pris un exemple, un seul exemple, qui aurait permis de justifier que cet énoncé est faux, ce qu'on appelle le contre-exemple. Est-ce que tout le monde me comprend quand je dis ça? oui. D'accord? Oui. Donc, Oui. quand un énoncé est vrai, je ne peux pas exhiber un exemple. Ça ne suffit pas. Par contre, quand l'énoncé est faux, il suffit d'exhiber un exemple, c'est-à-dire de prendre un contre-exemple et montrer que ça ne fonctionne pas et la démonstration s'arrête là. Maintenant, si je veux démontrer que la somme de deux nombres rationnels est un nombre rationnel, il va falloir passer par une démonstration plus générale qui va être vraie, qui va être applicable pour tout nombre rationnel. Est-ce que quelqu'un aurait une idée comment aborder cette démonstration? Ça devient une démonstration. Allez-y, hein, il ne faut pas hésiter à se lancer. Hein. Ça On vous peut permet aussi de prendre, travailler l'oral. Oui, c'est qui me parle? Elsa? Non? c'est Anne. Ok. C'est Anne. Oui. On peut prendre l'exemple de A sur B. Oui. Alors, donc, je prends une fraction du coup quelconque. D'accord. Ça marche. Comme ça, on n'est pas dans le cas particulier. Donc là, c'est plus un cas particulier en effet. Donc là, quand je prends A sur B, donc A est quelconque, B est quelconque. Donc A et B sont deux entiers relatifs. On est d'accord? Alors attention, B, on va prendre la précaution que B, il faut qu'il soit différent de 0. Ok, donc ça, c'est ta première fraction. Et après? Et après, je peux en prendre une Deuxième. deuxième. Oui, Voilà. Voilà la deuxième. mais une autre. Oui. Voilà. La deuxième différente de la première. D'accord? Donc, Oui. Elsa, quand on prend un cas, évitez de prendre des cas particuliers, parce que les cas particuliers, en fait, ça s'appelle un cas particulier. Donc, j'ai pas, on a dit deux fractions, on n'a pas dit les mêmes fractions. D'accord? Donc là, on a pris deux Oui, cas. là, Oui. oui, en fait, je disais que là, je comprends mieux. C'est que je ne savais pas à quel moment il fallait utiliser les contre-exemples qu'on avait vus Voilà. la fois dernière. Voilà. Très bien. C'était juste pour revenir dessus. Bon, voilà. C'était là l'objectif. Donc, on a pris deux fractions différentes. Donc, on a fait attention que B et D, les dénominateurs, soient différents de 0. Allez, on va être un peu plus clair. Ici, A, c'est un nombre relatif, donc il appartient à Z. B est un nombre relatif. C, donc C aussi, et D aussi. D'accord? Donc, ils sont tous des nombres relatifs. Ok, on va utiliser les symboles. Ça va nous permettre de nous familiariser là-dessus. Alors, du coup, comment je vais faire maintenant pour... Il faut que je démontre que cette somme
que cette somme va me donner un nombre rationnel. Voilà. Alors, à vous de jouer. Eh ben, on va mettre sur le même dénominateur commun. Très bien, on va réduire au même dénominateur. Voilà, donc ça nous permet de revoir l'histoire des dénominateurs, de l'addition de deux fractions. Hein. Donc je vous rappelle que deux fractions, on ne peut pas additionner deux fractions si les deux fractions n'ont pas le même dénominateur. Donc ici, par définition, B et D sont différents, étant donné qu'on a pris deux fractions complètement différentes. Donc, il faudra les mettre au même dénominateur. Alors, quelle est la technique, du coup, Anne? Eh bien, donc A, on va ajouter D et B. Et surtout pas, on n'ajoute pas, en fait, on multiplie. On multiplie, pardon, oui. Voilà, on va multiplier B par D. Et puis On va D faire la par même B. chose ici. Donc, du coup, on a obtenu un dénominateur commun qui est B fois D. C'est la même chose que D fois B. Donc, BD. Et attention, quand on multiplie en bas, il faudra multiplier en haut par le même nombre. Donc, fois D fois D, fois B, fois B. D'accord? Sinon, la fraction qu'on obtient, elle sera différente de la première. Donc, je répète, quand on a deux dénominateurs différents, qui ne sont pas multiples l'un de l'autre, là, je ne les connais pas, la règle la plus simple, c'est de prendre le premier dénominateur, le multiplier par le deuxième, et prendre le deuxième, multiplier par le premier, c'est ce que j'ai fait ici. Avec une précaution de multiplier en haut et en bas par le même nombre, pour qu'on ait une fraction exactement égale à la première. Et donc là, le tour est joué, donc du coup, on a presque fini. Ça devient AD, on va simplifier un petit peu l'écriture, sur BD, plus CB sur BD. Et donc maintenant, j'arrive à deux fractions avec le même dénominateur, c'était le but. Et donc, le dénominateur commun, c'est BD. Et maintenant, le numérateur, ça sera AD plus CB. OK. Est-ce qu'on a fini? C'est ça la question. Bah non, on peut simplifier si on peut. Alors, comment on peut simplifier? Bah avec ce qu'il y a de commun. C'est-à-dire? Ce qu'il y a de commun, donc là, AD. Là, il n'y a plus rien de commun. Non, il n'y a plus rien de commun. Donc rien. là, c'est pas possible. Dans ce cas-là, c'est pas possible. On ne peut plus simplifier. Donc maintenant, ce qu'il faut dire, il faut revenir à la définition d'un nombre rationnel. Un nombre rationnel, c'est une fraction, en fait, hein, avec deux entiers, A et B, deux entiers relatifs. Mais c'est le cas ici, puisque on sait que le produit de deux entiers, je vais prendre, donc le produit de deux entiers, c'est un entier. N'est-ce pas? Oui. Le produit de deux entiers, c'est un entier. Donc ici, le produit de deux entiers, c'est un entier. Donc la somme de deux entiers est un entier. Donc j'obtiens que le numérateur, je peux l'appeler, si je veux, E. D'accord? Et celui-là, je peux l'appeler F. Donc on voit bien que E est un entier relatif. F est un entier relatif. Donc autrement dit, E sur F, donc là je vais au bout de l'écriture, hein, mais vous, on peut s'arrêter là et dire c'est une fraction, hein, terminé. Hein. Donc E sur F, c'est bien une fraction, donc c'est un nombre fractionnaire, donc ça appartient à Q. Et donc je suis parti de deux nombres rationnels, A sur B et C sur D appartiennent chacune à Q, et on vient de démontrer que la somme est bien une fraction qui appartient à Q, donc la somme de deux nombres rationnels est un nombre rationnel. Donc la proposition est vraie. Vous avez vu tout le travail qu'il faut faire? Donc on est passé par le calcul littéral, puisque la force du calcul littéral, c'est que ça généralise la démonstration pour tous les nombres. On n'est pas obligé de prendre un cas particulier. En revanche, je l'ai dit, je répète,
Si la proposition était fausse, il suffit qu'elle le soit pour un cas et c'est terminé. Donc, si c'est faux, il suffit de trouver un contre-exemple pour arrêter, pour déclarer la proposition fausse. Est-ce qu'il y a des questions? OK. Bon, on va passer à une deuxième question vrai-faux. On va voir si ça va vous paraître plus simple ou pas. Alors, deuxième question, que voici. Et donc, évidemment, je vous demande également de justifier. Donc, la somme de deux nombres décimaux est un nombre décimal. Est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, il faut de toute façon justifier votre réponse. Maintenant, une justification de la réponse. Je vous donne une petite indication. Revenez toujours à la définition du nombre, décimal ou rationnel ou autre. Ça aide toujours quand on essaye de rédiger une démonstration. Alors, Anne, je vois Alors, que... c'est... Dis-moi. Alors, de la même manière, on va justifier en prenant le cas d'un décimal donc, qui se note à... D'abord, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Ah, pardon. Tu penses que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Ok. Et on peut le justifier de la manière en écrivant donc A sur 10 puissance n. Très bien, voilà. Très bien, Anne, parce que tu es revenu à la définition du nombre décimal. Un nombre décimal, on l'a défini par cette écriture-là, donc A sur 10 à la puissance n. A est un entier relatif, et 10 avec n, n un entier naturel. Ok. Le deuxième, on va l'appeler B. B sur 10 puissance n. Et non, on ne peut pas prendre la même. N plus 1. Ou n'. Ah non, n plus 1, attention. N est un entier, donc si tu dis n plus 1, c'est l'entier suivant. On n'est pas obligé d'avoir deux entiers consécutifs. Je mets n', ou m, allez. Si le prime vous dérange, je vais mettre un m. D'accord? N et m n'ont rien à voir ensemble. D'accord. Enfin, quand je l'ai écrit, moi j'ai écrit A sur 10 puissance n plus B sur 10 puissance n au carré. Pourquoi n au carré? Pour faire un autre. Tu te compliques la vie. Il suffit de prendre Un autre m. exemple. Oui, Il suffit de prendre un je sais autre. pas. Parce que 10 à la puissance n au carré, ça veut dire que 10 à la puissance n, le tout à la puissance n. C'est compliqué, hein, ce que tu as écrit. Donc 10 à la puissance n au carré, c'est ça. D'accord? Quand vous avez un deuxième entier à chercher, ne cherchez pas trop. Donc après, c'est des techniques de rédaction hein, qu'on est en train de travailler ensemble. Hein. Donc attention aux erreurs n, n plus 1. N plus 1, ça veut dire deux entiers consécutifs. N au carré, c'est-à-dire le n est multiplié par lui-même. Pas forcément. Si je veux deux entiers qui n'ont rien à voir ensemble, le premier, je l'appelle n, le deuxième, je l'appelle m, l, p, ce que vous voulez. D'accord? Mais il suffit de dire ce que c'est tout. Hein. On va dire que n et m appartiennent à n. Ce sont des entiers naturels. Qu'est-ce qu'on a dit pour A et B? A et B sont des entiers relatifs. D'accord. Bon, bah voilà, donc maintenant, voilà ma première fraction décimale, ou mon nombre décimal, premier.
mon deuxième nombre décimal. Et donc, j'ai fait la somme des deux. Et maintenant, comment je vais me débrouiller pour mettre tout ça sous la forme d'une fraction décimale? J'additionne les numérateurs Alors, dans tu un additionnes les premier temps. numérateurs. Additionner ou A plus multiplier? B. A plus B. Ah, les numérateurs. Tu n'as pas le droit Les- d'additionner les numérateurs si tu n'as pas le même dénominateur. Si tu n'as pas la même Ah oui. base, tu ne peux pas additionner les numérateurs. Bah, La de la même LCM, manière. exactement. De la même manière, donc cet exercice va nous permettre de revoir les puissances de 10. Vous voyez, un petit exercice simple comme ça, et il nous permet de revoir pas mal de choses, ce que j'appelle les bases, hein. C'est ce que je vous dis à chaque fois, donc on revoit les bases pour pouvoir être à l'aise. D'accord? Et le problème ici, la calculatrice n'intervient pas beaucoup, parce qu'on est en calcul littéral. Si vous avez des questions, arrêtez-moi, hein, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, hein, Elsa par exemple, ou les autres. Je ne vois pas, Stéphanie, je vois pas Oui, tout le moi, monde je n'ai là. pas compris, en fait. Parce qu'en fait, moi, j'avais marqué 1 sur 10 puissance n, Oui, plus j'avais remis 1 sur 10 puissance n. Mais là, pourquoi, en fait, c'est le même dénominateur, 10 puissance n. On peut faire a plus b sur 10 puissance n. là c'est n et là c'est m. C'est pas le même, hein, c'est pas le même nombre. Ah oui, 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 oui. D'accord. D'accord. Là, c'est comme D'accord. si je suis en train d'additionner 0, 0, 1 et 0, 1. Par Oui, exemple, je prends des cas oui. simples, hein. Un Oui, centième mais et un j'avais vu, en dixième. fait, b, voilà. En fait, j'avais vu b 10 puissance, sur 10 puissance n, c'est m. Voilà. C'est bon. Ok. On est d'accord. D'accord. Si Oui. vous avez des questions, vous m'arrêtez, hein. C'est le but que voilà, qu'on tous en avance ensemble. Donc voilà, donc tout à fait. Donc on n'a pas le même dénominateur, donc on va essayer d'en fabriquer un. Et ben on a toujours la même technique. Il ne faut pas s'en priver. Donc je prends le premier, je le multiplie par le deuxième. Et donc 10 à la puissance n fois 10 à la puissance m, mais je dois multiplier par la même quantité en haut pour que la fraction reste équilibrée. Et je pratique la même technique au niveau de la deuxième. Voilà, donc je suis en train de fabriquer, de construire artificiellement un dénominateur commun. Donc là, je multiplie par le premier dénominateur. Voilà. Et donc maintenant, ça y est, c'est presque terminé. On va juste rappeler juste deux règles, pas deux règles, les puissances. Donc, si j'ai 10 à la puissance A, donc là, j'utilise les mêmes A, mais c'est pas grave. Donc là, c'est du court, hein. Là, c'est du court. Fois 10 à la puissance B, j'aurais forcément une puissance de 10. Mais j'aurais quoi, du coup? 10 exposant combien? A fois B. Et non. Ou c'est A plus B alors. De toute façon, une chance sur deux, hein. Ouais, c'est ça. Alors, pour ne pas Chaque avoir fois, une chance sur deux, il faut connaître la technique. Regarde, la technique, elle n'est pas compliquée. Qu'est-ce que ça veut dire 10 à la puissance A? Ça veut dire que je vais prendre 10, je vais le multiplier par lui-même A fois. Donc ça, on a multiplié 10 par lui-même A fois. Et maintenant, je vais multiplier ce 10 à la puissance A par 10 à la puissance B. Mais qu'est-ce que c'est que 10 à la puissance B? C'est encore une fois 10 multiplié par lui-même B fois. 3 points de suspension jusqu'à 10. Donc vous avez ici, vous devez faire apparaître 10 fois, enfin B fois le facteur 10. Et donc ici c'est B fois. Et donc au total, qu'est-ce qu'on va avoir au total? Donc on est en train de multiplier que des 10. Et donc si je multiplie que des 10, j'ai A10 ici. Ici vous avez B10, B fois 10. D'accord? Et donc en tout, je vais avoir que des 10. On est d'accord? 10 fois 10 fois 10. Et le nombre de 10 que j'ai ici, c'est combien? Bah, c'est A plus B. Est-ce que c'est un peu plus clair? Oui? Oui.
Voilà. Donc, la puissance de 10, 10 puissance A fois 10 à la puissance B, on va tout simplement additionner les exposants. Pas compliqué. Maintenant, deuxième point court. Si vous avez, donc quand je mets ça, c'est des points courts. 10 à la puissance A sur 10 à la puissance B, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner forcément une puissance de 10. Mais qu'est-ce que je vais écrire? Je vous écoute? Pas d'idée? On sèche? C'est pas 10 à la puissance B moins 1, A moins B. A moins B. Le premier moins le deuxième. OK. D'accord? Alors, il faut le comprendre aussi. Donc, j'ai ici 10 à la puissance A, donc 10 fois 10, A fois. Et on va diviser par. On va diviser par 10 fois 10 fois 10. Mais vous avez ici B10, B fois. Alors, qu'est-ce qui va se faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir simplifier. Quand on a une fraction comme ça, on peut simplifier. Et donc, quand on simplifie, en fait, on va tout simplement barrer les 10 qui sont en haut et en bas. Et donc, je vais avoir, donc supposons ici qu'on a 10, et donc je vais pouvoir éliminer tous les 10 si B est plus petit que A. Il va me rester ici A moins B. 10, ça veut dire 10 à la puissance A moins B. Tout simplement. OK? Une autre propriété du cours. « 10 à la puissance 0. » C'est combien? Et d'ailleurs, ça marche pour tous les nombres. Hein. Donc A à la puissance n'importe quel nombre, je ne peux pas utiliser A parce qu'on a des A partout là. Je dis je prends un nombre X à la puissance 0, on aura le même résultat. C'est 1. C'est 1. OK. Est-ce qu'on arrive à le démontrer? La démonstration, regardez comme elle est simple. 10 à la puissance 0. Regardez ce que je vais faire. Je vais écrire 10 à la puissance A sur 10 à la puissance A. Donc si j'utilise cette propriété-là, j'aurai quoi? Donc je vais avoir 10 à la puissance A moins A. A moins A. Donc je vais avoir 10 à la puissance 0. 0. Mais 10 à la puissance A sur 10 à la puissance A, c'est le même nombre. Donc si vous divisez le même nombre par lui-même, par un nombre par lui-même, vous trouvez forcément 1. Donc 10 à la puissance 0, c'est forcément 1. Et donc c'est valable pour 10, mais c'est valable aussi pour n'importe quelle puissance de... Donc n'importe quel nombre à la puissance 0, ça donne forcément 1. Dernière propriété sur les puissances que vous devez connaître. Avant-dernière, parce que j'en ai une autre aussi. Donc si vous avez 10 à la puissance A, et on va tout élever à la puissance B. 10 à la puissance A, et donc le tout à la puissance B. Je vous donne la réponse. Donc dans ce cas-là, on va avoir 10 à la puissance A fois B. On va multiplier les exposants. D'accord? OK? Donc celle-là, vous la retenez. Et la dernière, 10 à la puissance moins n. Donc quand on met un exposant négatif, est-ce que ça fait du nombre un nombre négatif? Ça, c'est un piège. Il ne pardonne pas. Hein. Si vous tombez dedans, c'est grave. Ça donne l'inverse, non, il me semble.
Voilà. Donc ça, c'est toujours un nombre positif. Hein. Une puissance de 10, ça ne devient pas négatif. Hein. C'est tout simplement, tu as raison, c'est 1 sur 10 à la puissance n. Un exemple, 10 à la puissance moins 1, d'accord, c'est tout simplement 1 sur 10. Ce que j'ai écrit pour 10, c'est valable pour n'importe quel nombre. Hein. Par exemple, 7 à la puissance moins 1, c'est pas un nombre négatif, c'est tout simplement 1 sur 7. D'accord? Sur 7 à la puissance 1, c'est-à-dire 1 septième. C'est tout simplement, les puissances, c'est une autre écriture du nombre. OK? Bon, alors, donc ça, il faut vraiment bien les marquer hein, sur une feuille, sur une fiche, bien les retenir, parce que ça intervient dans notre système de numération, à base 10, tout le temps, et aussi dans le calcul des conversions de longueur, d'air et de volume. Je voudrais tout simplement vous dire que toutes ces écritures de puissance, on les doit à Descartes. Hein, Descartes, celui que le mathématicien qu'on croise toujours quand on parle d'équations cartésiennes, raisonnement cartésien, d'accord, donc c'est un mathématicien suisse qui a excellé. Et donc tout ça, en fait, avant, on n'écrivait pas les puissances comme ça. Quand on voulait calculer 7 à la puissance 12, ou 10 à la puissance 12, si vous voulez, donc il fallait les écrire 7 fois 7 fois 7 fois 7, 12 fois. Donc ça, c'était l'écriture utilisée avant les conventions d'écriture en puissance qu'on doit à Descartes. Hein. Donc il nous a vraiment facilité la vie. Et sans cette écriture-là, on passerait notre temps à écrire des longueurs et des longueurs, autrement dit des punitions qui n'amènent rien, enfin ne serait-ce des erreurs de calcul. Et à partir de cette convention d'écriture, il y a eu des règles de calcul qui émanent de cette règle de présentation différente de ce produit. D'accord? C'est ni plus ni moins, hein. C'est pas autre chose que cela. Revenons à notre problème initial, parce que là on s'est écarté, mais bon voilà, donc moi j'interviens, j'en profite pour rappeler les points courts, comme ça nous permet de revoir les bases au bon moment, voilà, sans que ça tombe sous forme de cours ou de fiches imposées qui servent à rien, voilà. On peut revenir là-dessus, bien sûr, sous forme d'exercice. Ok, donc du coup, on était en train de mettre les deux fractions au même dénominateur. On en a fabriqué un, donc qui est 10 à la puissance, du coup, j'aurai quoi comme résultat là? Donnez-moi le dénominateur commun ici, après tous ces rappels. Donc j'aurai 10 à la puissance combien? 10 à la puissance n. N plus m. Voilà, on va tout simplement additionner les exposants. Voilà. Et donc là-haut, je vais tout simplement l'écrire A fois 10 à la puissance m plus 10, B fois 10 à la puissance n. Alors maintenant, la question, est-ce que ce que je viens d'écrire est un nombre décimal? C'est ça la question. Donc, est-ce qu'on a affirmé que c'est vrai? Hein, donc, je ne l'ai pas écrit, mais donc, si vous avez ça le jour de l'examen, vous devez commencer par écrire d'abord la proposition est vraie, et donc, vous faites la démonstration juste en dessous. Là, je ne l'ai pas écrite, mais voilà. Alors, est-ce que c'est un nombre décimal, ça? On va revenir à la définition du nombre décimal. Donc, j'ai en dessous une puissance de 10, que je peux écrire 10 à la puissance n'. D'accord? Voilà, n' est un entier. Donc, ça correspond à ça. Donc, parfait. Maintenant, est-ce que le haut ici est un entier? Hein? Est-ce que c'est un entier? Parce que A et B, on a dit que c'était des entiers relatifs. Eh bien oui, puisque A fois 10 à la puissance m, si vous prenez un entier, vous le multipliez par 10 à la puissance quelque chose, vous trouvez toujours un relatif. D'accord? Donc c'est toujours un entier relatif. Et B fois 10 à la puissance n, c'est aussi un entier relatif. La somme de deux entiers relatifs est un entier relatif. Donc si je pose tout ça égale C,
Donc, le résultat de ma somme, c'est C sur 10 à la puissance n. Et donc, ça, c'est forcément un nombre décimal. Je ne sais pas pourquoi je mets deux traits avec... voilà, donc appartient. OK? C'est bon? Voilà une démonstration. Alors, on a fait deux démonstrations qui sont classiques, hein, qu'il faut bien connaître. C'est bien de savoir les faire le jour de l'examen. Voilà. Ça peut tomber sur la question, sous forme de c'est la même question. Est-ce que la somme de deux décimaux est un nombre décimal? Et on développe ça tranquillement. OK? Bon, pas de questions? Si, en fait, moi, je suis complètement perdue. S'il vous plaît, je voudrais juste revoir la dernière écriture, en fait. Comment on passe de l'avant-dernière à la dernière, s'il vous plaît? Alors, j'ai été vite, c'est vrai. Alors ici, j'ai dit que, Myriam, j'ai dit que ça, donc ça, c'est un entier. Puisque je prends un entier A, un entier relatif A que je multiplie par une puissance de 10, donc j'obtiens un entier. D'accord? Si je prends moins 2 fois 10 000 fois 10 à la puissance 9, j'obtiens toujours un entier relatif. B fois 10 à la puissance n, bah, c'est le même cas. Hein. J'obtiens aussi un entier relatif. D'accord? Et la somme de deux entiers relatifs, c'est un entier relatif. Et j'ai posé, je peux ne pas le faire, mais je me suis dit, cette somme-là, je vais l'appeler C. D'accord? Je vais l'appeler un nombre C. Et ce C, je sais qu'il appartient à Z. Pour dire quoi? Pour arriver à la définition du nombre d'un nombre décimal, puisque C, c'est un nombre relatif, divisé par une puissance de 10, et ça, c'est l'écriture d'un nombre décimal. OK, Myriam? Oui, et au dénominateur, il est inscrit 10 puissance n, et à côté du n, qu'est-ce qu'il y a écrit? Oui, en fait, n plus m, je l'ai appelé n'. D'accord, ok, D'accord? très C'est un bien. prime, ça. Bon, je l'ai appelé n', on peut l'appeler p. Hein. Tiens, Merci. on va l'enlever, on va mettre un p, ça sera plus visible. Tu as raison. Donc là, je vais enlever le n. Je vais remplacer par p. Et donc, n plus m, c'est tout simplement p. Voilà. D'accord? Oui, merci. Voilà. Bon, si ça vous pose problème, c'est pas gênant, parce qu'on n'est qu'au début, et l'idée, c'est de réactiver un petit peu et de comprendre ce qu'on fait, en fait. Là, c'est difficile comme démonstration. Hein. Là, ce que je vous mets, c'est quelque chose de difficile. Hein. D'accord? Bon, voilà, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est les étapes de la démonstration. Une fois que vous avez compris ça, vous pouvez la refaire. Donc, il faut retenir les définitions de chaque nombre. C'est en s'appuyant sur les définitions qu'on répond aux questions. 2, surtout la structure de la démonstration. Si c'est pour affirmer quelque chose de vrai, ben en fait, ça ne sert à rien d'aller tester des nombres. Vous devez tester une infinité de nombres, et là, vous allez passer votre vie à le faire, et c'est jamais une démonstration. Il faut passer par le calcul littéral. Quand c'est faux, ben c'est très simple. Il suffit de prendre un exemple, un contre-exemple, et dire, ben voilà, ça fonctionne là, ça ne fonctionne pas là, donc c'est bon, ça ne fonctionnera pas tout le temps, donc c'est faux. C'est juste une question de logique. Hein. Et d'ailleurs, cette branche s'appelle de la logique. On va revenir à notre sujet qu'on n'a pas fini de corriger. Alors, vous vous rappelez de l'application droit? Oui, on ne l'a pas corrigé. Hein. Ok, c'est le premier document que je vous ai donné, que je vous ai placé dans l'ENT. Ok, donc on vous demande de corriger, donc c'est un devoir d'un élève de seconde. Il a complété le diagramme, donc il a mis les nombres, pour chaque nombre, il l'a mis dans un ensemble. Et donc il y a des erreurs, à vous de corriger les erreurs. Alors je vous écoute. Et donc je vais corriger en rouge, comme ça, ça sera bien visible. Alors dites-moi ce qui ne va pas. Alors, le premier ensemble des nombres entiers naturels, Oui. il a inscrit moins 1,2. C'est Et ça? donc, oui, moins 1,2, c'est ça. Je zoome un peu peut-être, non? Pour que ça soit plus... Ouais, un peu, ouais. Ah ouais, c'est bon. Voilà,
C'est mieux comme ça? Oui. Ok. Alors, moins 1,2, est-ce que ça ne te va pas? C'est ça? C'est ça. Pourquoi? Parce que c'est un nombre négatif. Donc d'abord, c'est un nombre négatif, donc il ne peut pas être entier. Ok. C'est ça. On est très... Où est-ce qu'on va le mettre? Parce que c'est un nombre relatif, puisqu'il est négatif. C'est un nombre relatif, mais attention, ce n'est pas un entier relatif. D'accord? Un entier relatif, il n'a pas de partie décimale. Ou il a une partie décimale nulle. Donc ce moins 1,2, on va le mettre où, à votre avis? Dans quel ensemble? On va le mettre. Donc ça peut être un exercice où c'est RPE. Hein. Ouais. On va pas le mettre dans les entiers relatifs. Pas du tout, parce qu'il n'est pas relatif, et c'est pas un entier relatif. Il est relatif, mais pas un entier. Ensuite, on va se poser la question si on peut le mettre dans les décimaux. Eh oui. Et donc, je dirais non, on ne peut pas le mettre dans les entiers décimaux, mais par contre, on peut le mettre Pourquoi on ne peut pas le mettre dans dans les décimaux, Anne? rationnel. Eh bien, parce que on ne peut pas l'écrire Sur 10 A sur 10 puissance n, oui. On peut pas? C'est sûr? Si vous me posez la question, j'imagine que non. Alors, regarde. Moins 12 dixième. C'est bien lui, non? Oui. Alors attention, ça c'est la définition théorique. Mais un nombre décimal, dès que vous avez un nombre à virgule, c'est un nombre décimal. Hein. On ne se pose même pas la question. Hein. D'accord? N'oubliez pas, hein, un nombre décimal, c'est un nombre qui va avoir une partie entière, partie décimale finie, ou périodique d'ailleurs. Mais là c'est fini, donc c'est joli. C'est même un nombre décimal tout de suite, sans problème. Hein. OK? Et donc, si j'utilise la définition, ça fonctionne aussi. OK. Bon, ça marche. Alors, on continue la correction. Il y a plein d'autres erreurs. Hein. Donc, vous vous rappelez, le nombre, on doit le mettre dans l'ensemble le plus petit. Hein. Parce qu'on est d'accord que n est inclus dans z, est inclus dans d, est inclus dans q, est inclus dans r. D'accord? Ils sont tous réels, les nombres qu'on a. Hein. On peut tous les mettre dans r, mais on voudrait les mettre dans le plus petit ensemble. Alors, les autres. Ou Anne aussi, hein. Continuez à corriger. C'est bien, Anne. Hein. Donc, c'est comme ça qu'on corrige un petit peu nos définitions et notre perception des nombres. Dans l'autre ensemble, moi je dirais un sixième. Un sixième, oui. Qui n'est pas à sa place, et il faudrait le mettre dans les rationnels. Très bien. Donc un sixième, il n'a pas d'écriture décimale. Alors pourquoi il n'a pas d'écriture décimale? Révision rapide. Mais là, il ne s'écrit pas sous la forme 1 sur 10 puissance n. Ok, on ne peut pas fabriquer un 10 avec 2 fois 3. Ok. C'est ça. Voilà. Très bien. Oh, d'autres erreurs? D'autres erreurs, il y en a d'autres. Hein. Le 0,5, Oui, il va où? il va dans les entiers relatifs. Ah, c'est pas un entier. Un entier, c'est 0, 1, 2, 3. Ça, c'est un entier positif. Négatif, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Là, c'est 0,5. Ce n'est pas un entier relatif. Il va dans les Décimaux. décimaux. Très bien. Donc lui, c'est un rationnel, mais avant tout, il est décimal. C'est un rationnel, pourquoi? Parce que 0,5, je l'écris 5 dixièmes. D'accord? Donc je l'écris 5 dixièmes, donc forcément, c'est un rationnel. Mais avant tout, il est décimal. Donc je le mets chez les décimaux. On continue. On continue. Je vous écoute, hein? Vous voyez plus d'erreurs, c'est fini?
Moi, je dirais racine de 6, donc le mettre dans les irréels. Alors, racine carrée de 6, en effet, dans les irrationnels, tu veux dire? Oui, oui, irrationnel, oui. Oui, donc c'est un réel. Alors pourquoi racine carrée de 6 est un réel? Parce que racine carrée de 6, il s'écrit racine carrée de 2 fois 3. Et donc là, c'est le produit de deux nombres irrationnels, parce que racine carrée de 2 est irrationnel, et racine carrée de 3 aussi, donc racine carrée de 6, il va là. Bon, on est d'accord, donc je le change de sa place, il va chez les réels et dans la partie irrationnelle. Donc cette partie-là, c'est les nombres qui n'ont pas d'écriture rationnelle. Racine carrée de 6, ok. Par contre, racine carrée de 121, Oui, lui, il va dans les entiers naturels. Oui. parfait. Oui, alors racine carrée de 121, bien sûr qu'il va aller chez les entiers naturels, puisque c'est racine carrée de 11 au carré. Ça, c'est un carré parfait, d'accord? Et donc, on obtient 11. Et 11, c'est un entier, donc il va là. Ok, bah ça avance pas mal. Il y a 3pi, 3pi, oui. c'est un nombre décimal. Ah non. Pi est un nombre irrationnel, d'accord? Et quand on multiplie un nombre irrationnel par un entier, on obtient toujours un nombre irrationnel. 3pi, il est bien placé. 3pi, 2pi, 100pi sont tous des nombres irrationnels. Comme son racine carrée de 2, etc. Alors, je vois encore une erreur, moi. Moins 5 tiers, on en a parlé, non? Non, on n'en a pas parlé. Donc, moins 5 tiers, il va où, Myriam? Ben, en fait, il m'a interpellée, mais... Est-ce que c'est un décimal? Est-ce Et que non, j'arrive à parce faire... qu'en fait, non, quand on fait 5 divisé par 3, Et on donc, est dans pensez à les... fabriquer un 10 avec 3. Ouais, on peut pas. On ne peut pas. Donc, c'est terminé pour lui. Donc, ça n'est pas un nombre décimal. Donc, il va aller chez les rationnels. OK? Lui, on peut fabriquer un 10. Donc, c'est un décimal. Lui, là, 5 fois 2, c'est terminé. Et donc, lui, c'est bon. Lui, c'est moins 5. Donc, il est bien un relatif. Le moins 3, c'est un relatif. Là, c'est 78 91e. On peut la simplifier, mais ça reste un rationnel. Et c'est terminé. OK? Le temps file pas mal, là, donc je surveille l'horloge en même temps. Ça va? Il y a des questions? Je vous ai un petit peu torturé aujourd'hui, hein, mais c'est comme ça qu'il faut que je vous sollicite de plus en plus, hein, parce que sinon, sinon ça n'a pas d'intérêt. OK? Alors, un nombre décimal x tel que 100 fois x est un entier, x comporte au moins un chiffre impair. Déterminer ce nombre x, bon, c'est pas très intéressant. On va regarder l'application 5. Alors, c'est à peu près l'idée qu'on a fait en début de cours. Alors, tout nombre réel est un nombre rationnel. Est-ce que c'est vrai? On l'a corrigé celui-là ou pas? On a fait un qui lui ressemble? Pas grave. Oui, mais c'était d'autres questions. C'était d'autres questions. Est-ce qu'un nombre réel est un nombre rationnel? Est-ce que cette affirmation est vraie? Tout nombre réel est un nombre rationnel. Non, c'est pas obligé. Bah oui, voilà, il faut donner un contre-exemple. Lequel? Ben, par exemple, Un nombre pi qui n'est pas Pi. rationnel. Bah voilà. Un nombre, voilà, un nombre réel qui n'est pas rationnel, donc pi. Racine carrée de 2, racine carrée de 3, vous avez tout le... D'accord. Donc tout ça, c'est des contre-exemples, donc c'est faux. Ça va vite hein, quand c'est faux. Hein. Deuxièmement, 0,5 est un nombre rationnel. Oui ou non? Revenez à la définition.
Oui, c'est vrai. Oui, Anne, c'est vrai, pourquoi? Alors, c'était... Parce qu'il peut que, s'écrire sur 1 sur 2. voilà, on l'a écrit sous la forme de A sur B. Donc c'est un nombre rationnel. Donc c'est vrai. D'accord? Donc ça va vite ici parce on n'a pas dit tout nombre, etc. On a pris 0,5. Est-ce que c'est même une question, hein? Bah oui, voilà. On est revenu à la définition. Ok, question 3. Le carré d'un nombre irrationnel n'est jamais rationnel. Le carré d'un nombre irrationnel n'est jamais rationnel. Carré d'un nombre irrationnel est un nombre, il n'est jamais rationnel. C'est le genre de question qui torture le cerveau, ça. Eh ben oui, les maths en fait torturent le cerveau et après quand on arrive, bah ça fait plaisir au cerveau et après on est fatigué mais c'est la bonne cause, c'est pour la bonne cause. Il faut bien, faut pas, voilà, il faut se laisser aller, hein, il faut accepter les choses hein, et essayer de comprendre. Le carré d'un nombre irrationnel, donc là on est chez les réels mais on n'est pas chez les rationnels, d'accord? On prend le carré de ce nombre, donc on le multiplie par lui-même, vous voyez? Et on n'obtient jamais un rationnel. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai? C'est vrai? En fait, si on considère que les réels font partie, enfin les rationnels font partie des réels. Ah bah oui, les réels, regardez, n'oubliez pas, hein, les réels, c'est tout ça. Tout le monde est chez les réels, d'accord? Et on a une partie chez les réels, celle-là, là. Cette partie-là, c'est les irrationnels, d'accord? Il y a des nombres qui ne sont pas rationnels, ils ne sont pas dans Q, et ils sont dans R, d'accord? Si vous voulez, en fait, ça, c'est la petite bande ici, celle-là, c'est les nombres rationnels moins Q, moins les nombres irrationnels, pardon, les nombres réels moins les nombres rationnels. Donc, dans cette bande que je vais hachurer, on va peut-être mettre une couleur qui se voit un peu, voilà. Donc, cette partie-là, c'est les irrationnels, d'accord? Mais ils sont tous réels, bien sûr. Parce que tous les nombres sont réels. Tout est dans R. Hein, pour nous, hein, il y a les nombres complexes, mais nous, on ne travaille pas avec les nombres complexes. Donc tout ça, tous les jaunes là, c'est des irrationnels. C'est des nombres qui ne vont jamais s'écrire sous la forme de A sur B. Ils n'ont pas d'écriture rationnelle. Donc on les appelle des irrationnels. Ils sont de R. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit la proposition? Vous prenez n'importe quel nombre irrationnel, vous l'élevez au carré, il ne passera jamais chez les rationnels. Il restera là. D'accord? Vous prenez deux nombres de cet ensemble-là, de cette partie jaune, vous les multipliez, enfin, un nombre, vous le multipliez par lui-même, il restera toujours irrationnel. Ok? Est-ce que c'est plus clair là? Ça va mieux? Donc la réponse est non. C'est faux. C'est faux. Alors je vais donner un contre-exemple, et vous allez dire, mais oui, racine carrée de 2, est-ce que c'est un nombre irrationnel? Oui, on l'a mis là. Si je l'élève au carré, donc je le multiplie par lui-même, c'est le carré. J'obtiens quoi? Racine carrée de 2 au carré. Donc, un point court, racine carrée d'un nombre A au carré, on obtient A. Vous prenez n'importe quel nombre, racine carrée de 7 au carré, c'est 7. 7. Racine carrée de 2 au carré, c'est 2. 2. Racine carrée de 11, le tout au carré, c'est 11. 11. Et donc on obtient 2, et 2, il appartient même à n. D'accord? Et donc n est inclus dans Q. Donc 2, c'est un nombre rationnel. Puisqu'on peut l'écrire à 2 sur 1. Hein. Tous les entiers naturels
ce sont des rationnels, puisqu'on peut les écrire avec un dénominateur égal 1. OK? Bon, j'avoue que c'est un peu difficile, mais c'est une question qu'on peut poser au concours. Puisque la partie nombre, vous êtes censé la connaître. Donc là, on est dans les raisonnements et on est en même temps dans les définitions. Petit 4. Il n'existe aucun nombre réel qui ne soit pas un nombre décimal. Il n'existe aucun nombre réel qui ne soit pas un nombre décimal. C'est du français. C'est faux? Bah oui. Là, vous passez par la négation. Hein. Ça veut dire que en fait, tous les nombres réels sont tous des nombres décimaux. Ce qui est faux. D'accord? Donc, vous donnez un exemple. Donnez un nombre réel qui n'est pas décimal. 3? Ah bah non, 3 elle est décimale. Pi. 3, c'est 3 Pi. sur 1. Bah, vous prenez pi, vous prenez un tiers. D'accord? Un tiers, il est bien réel. Mais un tiers n'appartient pas à D. D'accord? Quand vous avez négation plus négation, vous pouvez tout nier, tout passer au contraire. Donc, si je mets le contraire de n'existe aucun nombre réel, il existe un nombre réel qui est un nombre décimal. En fait, c'est-à-dire que tous les nombres réels sont des nombres décimaux. Il n'existe aucun nombre réel qui ne soit pas un nombre décimal. D'accord? C'est bien ça, hein? Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont tous des décimaux, ce qui est un peu n'importe quoi. C'est faux, c'est très faux. Le quotient de deux nombres décimaux est également un nombre décimal. Quotient de deux nombres décimaux, nombre nul évidemment, est égal à un nombre décimal. Est-ce que c'est vrai? Donc celle-là, on a dit que c'était faux. Essayez de réfléchir. C'est pas grave si on ne fait pas Scratch aujourd'hui. L'idée, c'est que on avance à notre rythme et on ouvre plein de portes là. Hein. On se balade là. Hein. C'est un labyrinthe, les mathématiques. Alors, on ne sait pas, voilà, ça commence, mais on ne sait pas où ça se termine. Hein. Donc, qu'est-ce que... Oui. On reprend la définition des nombres décimaux, c'est-à-dire A sur 10 puissance n. Oui. Alors, celle-là, on va la développer un peu. Parce Mais qu'elle est après, belle. je ne sais pas comment. Oui, mais déjà, tu as un bon début. Donc, le début, c'est bien. Donc, c'était qui? C'était Myriam? Oui, c'était moi. Ok, donc je vais prendre un nombre décimal. Donc, lui, on est d'accord que c'est un nombre décimal. Je prends un deuxième. B sur 10 à la puissance M. Vous voyez? Donc, tous les deux, on est d'accord qu'ils appartiennent à D. N'est-ce pas? Oui, on est d'accord? Oui, ce sont des décimaux. Voilà. Donc, du coup, Oui. je vais faire le quotient des deux. Donc, A sur 10 à la puissance N divisé par B sur 10 à la puissance N. Donc, ça, c'est une fraction. Et ça, c'est une fraction. Deux fractions décimales. Alors, un petit rappel de cours. Quand on divise une fraction par une fraction, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on prend la première. Qu'est-ce que je fais après? Je multiplie Je crois par D sur C. C'est ça. Je multiplie par l'inverse de la deuxième. Donc aujourd'hui, on a vu la somme de deux fractions. Et là, on voit le quotient de deux fractions. D'accord? Et maintenant, on va voir le produit de deux fractions. Parce que quand je fais ça, j'obtiens un produit de deux fractions, qui ne sont plus les mêmes. Parce que celle-là, elle est restée la même, mais celle-là, j'ai pris l'inverse. L'inverse, c'est-à-dire j'inverse le numérateur et le dénominateur, et donc j'obtiens D sur C. Quand j'ai deux fractions, et je fais le produit, est-ce que je suis obligé d'avoir un même dénominateur?
Non. La réponse est non. Non. Il n'y a pas plus simple que diviser et multiplier des fractions. Les élèves, en général, ils ont peur de ça. Ils font plein d'erreurs. Ils s'embrouillent, alors que c'est l'opération la plus simple et la plus évidente. Additionner et soustraire des fractions, c'est le cas le plus compliqué. Parce qu'on est obligé de passer par un dénominateur commun. Mais multiplier et diviser, c'est un jeu d'enfant, en fait. Diviser, je prends la première, je la multiplie par l'inverse de la deuxième. Et multiplier, c'est encore plus simple. Je multiplie les numérateurs, donc A fois D, qui va me donner AD, multiplié par BC. Terminé. OK? Et voilà. Alors maintenant, on va revenir à notre problème. Donc nous avons une fraction décimale divisée par une fraction décimale. Bon. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Avec tout ce que je viens de dire comme rappel, normalement, vous devez y arriver. Stéphanie? Donc, je fais A sur 10 puissance N multiplié par 10 puissance M sur B. Voilà. Merci, parce que là, je n'ai pas marqué Oui. le M correctement. Voilà. Donc, fois 10 à la puissance M, voilà, je l'écris bien, là, cette fois-ci, divisé par B. OK. Et ensuite, on multiplie. Et ensuite, on multiplie. Donc, A fois 10 puissance M. Donc, c'est, oui, A fois 10 puissance M. Et B sur B fois 10 puissance N. Très bien. Mais alors là, regardez ce que je vais faire. Là, je vais tricher, pas tricher un petit peu, mais je vais faire autrement. Parce que j'essaye d'évoluer vers ça. Donc, je vais écrire ça sous la forme de A sur B multiplié par 10 à la puissance M sur 10 à la puissance M. OK? Bon. Alors maintenant, on voudrait savoir si ça peut s'écrire sous la forme de 10 à la puissance quelque chose, et ici, un entier. Est-ce que c'est toujours un entier A sur B? Parce que c'est ça la question. Est-ce que je vais avoir toujours C sur en puissance de 10? Bon, ça, c'est une puissance de 10, il n'y a pas de problème. On peut l'écrire comme on veut, là, celle-là. D'accord? Bon, en même temps, je peux l'écrire 10 sur puissance n-m. D'accord? Pour avoir ce résultat. Parce que c'est m moins n, et là, je divise, donc j'inverse un petit peu le signe. C'est un peu compliqué pour vous. Mais là, regardez, A sur B, est-ce que c'est toujours un entier dans la vraie vie des mathématiques? Pas du tout. Non, pas du tout. Voilà. Pas du tout. C'est pas un entier. Et ce qui m'intéresse, est-ce que c'est un nombre décimal? Pas forcément. Pas forcément. Et donc là, juste le petit début de démonstration. Bon, là, la démonstration est terminée parce que là, je vais donner juste un contre-exemple. Si je prends un A et B qui ne sont pas multiples l'un de l'autre pour ne pas avoir un nombre décimal, qui se simplifie, et un B qui est égal à 3, par exemple, c'est terminé. Regardez, je prends 1 dixième, ça c'est mon premier nombre décimal. Le deuxième, je vais le prendre 3 centièmes. D'accord? Donc 3 sur 10 au carré. Je fais le rapport des deux. Donc j'obtiens 1 dixième sur 3 centièmes. Et là, vous allez avoir quelque chose qui n'appartient pas à D. D'accord? Parce que vous allez avoir le résultat, ça sera 1 tiers fois 10 à la puissance moins 1. Et ça n'est pas un nombre, pardon, ça n'est pas un nombre décimal. OK? J'ai été vite un peu sur la fin, mais c'est pour vous dire que non, le quotient de deux nombres décimaux ne donne pas forcément un nombre décimal. OK? Bon, là, j'ai pris un cas extrême, mais regardez, si on revient un petit peu à la question, pour aller vite sur ça, donc si on veut deux nombres décimaux, le quotient de deux nombres décimaux, regardez, mais même si je prends un tiers, est-ce que 1 est un nombre décimal? Oui. Bah oui, 1 est un nombre décimal, on est d'accord. Je peux l'écrire 1 sur 10 à la puissance 0. Hein.
Ça, c'est la définition, mais comment on sait que c'est un nombre décimal? C'est un entier. Tous les entiers, c'est des nombres décimaux. Je peux l'écrire 1,0. Hein. Tous les entiers sont des nombres décimaux. Ils sont entiers d'abord, mais ils sont aussi décimaux, parce que n est compris, est inclus dans d. Donc, si je prends 1 qui est décimal, 3 qui est décimal, un tiers n'est pas décimal, c'est terminé. Vous voyez? Vous voyez comment on peut arriver. Donc, j'espère que je suis en train de vous aider à faire des démonstrations de plus en plus rigoureuses. Hein. J'espère que je ne vous embrouille pas. Hein. Il va falloir en faire parce que c'est dur. Oui, il va falloir en faire. Alors, prenez les deux premières que j'ai faites. D'accord? Déjà, vous prenez celles-ci et vous les gardez. Vous les écrivez une fois ou deux. Vous les gardez en tête. C'est un modèle de rédaction. D'accord? Après, on en fera d'autres, hein, parce que je vous montrerai d'autres pour l'arithmétique, comment démontrer que la somme de deux nombres pairs est un nombre pair, etc. Ça, c'est plus facile, mais là, moi, j'ai du mal, là. Oui, oui c'est la même idée. Hein, donc, quand il s'agit de démonstration, on passera par un... Bon, là, on s'appuie sur les définitions. C'est les définitions qui sont un peu gourmandes en écriture et en vigilance. Hein. Oui. Donc là, on a dit que c'est faux et on a donné un contre-exemple. Donc, le quotient de deux nombres décimaux n'est pas forcément un nombre décimal. Ça peut, mais ce n'est pas toujours le cas, donc ce n'est pas toujours vrai. L'inverse d'un nombre décimal peut être un nombre entier. Donc là, on ne vous dit pas l'inverse de tous les nombres décimaux. On vous dit l'inverse d'un nombre entier décimal peut nous donner un nombre entier. C'est ça, hein, peut-être. Est-ce que c'est vrai? La réponse est clairement écrite sur le tableau. Hein. Excusez-moi, j'ai une question. L'inverse d'un nombre décimal, c'est quoi? Donc, si on prend un nombre décimal, c'est a sur 10 puissance n. Et donc, Oui. l'inverse, ça serait quoi? 10 puissance n sur a? C'est ça l'inverse? Oui, c'est ça. Oui, exactement. Donc, regarde. Alors, je vais prendre un cas numérique hein, pour que ça soit plus clair pour toi. Donc, 3 sur 10 au carré. Donc, c'est bien une fraction décimale. OK? Oui, oui. C'est un nombre décimal. Son inverse. Donc, l'inverse de ça. Donc, je vais écrire 10 au carré sur 3. Donc, ça, c'est l'inverse de ce nombre décimal. Et donc, on vous dit que l'inverse d'un nombre décimal peut être un nombre entier. Bah non. Oui. Les autres. L'inverse d'un nombre décimal peut être un nombre entier. Moi, je vois un exemple au tableau. Hein. Il écrit un. Et on est en train de regarder le même tableau. La réponse est vraie. Regardez. Donc ça, c'est un nombre décimal, non? « 5, 0,5, c'est 5 sur 10 à la puissance moins 1. Enfin, 5 sur 10, pardon, ou 5 fois 10 à la puissance moins 1. Donc 0,5, c'est 5 dixièmes. Son inverse, c'est 2 sur 1. Alors, je vais l'écrire ici. On est d'accord que 5 dixièmes est un nombre décimal. Oui. Oui. Son inverse. 10 sur 5. Et 10 sur 5, c'est? C'est 2. C'est 2. Ah oui. Donc un entier. Donc, c'est un entier. Bon, Oui. j'ai pris un cas. Vous prenez tout ce que vous voulez avec des multiples de 5 ou de 10, vous allez avoir 2 dixièmes. Mais ça va marcher pour tous? Bah, on ne vous a pas dit pour tous. L'inverse d'un nombre décimal peut être. Ah ouais. Oh là là. Je vous ai dit peut-être un nombre entier. Donc on peut tomber sur un nombre entier. C'est pas la même chose. Il faut bien lire l'énoncé. Oui, les mots ont une importance. Exactement. Oui. Quand on vous dit pour tout nombre, où il existe un nombre, c'est pas la même chose.
Pour tout nombre où il existe un nombre, pas la même chose. Pour tout nombre, c'est-à-dire que ça doit être vrai pour tous les nombres. Et là, on vous dit, il existe un nombre entier. Il existe. Hein, il peut exister un nombre, pas une fraction, un nombre décimal, quel que soit en inverse, c'est un nombre entier. Il existe deux nombres, regardez, même raisonnement, hein. Il existe deux nombres rationnels dont la somme est un nombre entier. On n'a pas dit tous les nombres rationnels, leur somme est un nombre entier. Non. Il existe deux nombres rationnels dont la somme est un nombre entier. Est-ce que c'est vrai? Vrai. Alors, il suffit de donner un exemple, puisqu'on dit il existe un cas, un exemple. Là, 1 tiers plus 2 tiers, ça fait 3 tiers, donc 1 égale 1. Donc bien. un nombre entier. Très bien, je valide. Voilà. 1 tiers plus 2 tiers, on obtient, bien sûr, l'unité, et c'est terminé. On peut prendre énormément d'exemples, hein, donc d'accord, pas de souci là-dessus. Vous voyez? Ok, c'est bon? Pas de questions? Non. Alors, il nous reste un petit peu de temps. On va revenir sur les intervalles, les définitions. Comme ça nous permet de corriger aussi les choses. Alors, application 6, compléter les écritures par le symbole. Le premier symbole, il veut dire quoi? Appartient. Donc, appartient. Sinon, n'appartient pas. Donc, appartient pas, n'appartient pas, appartient. Est-ce que moins 2 appartient à l'intervalle moins de 1? Je vous écoute. Oui, il appartient, oui. Oui, il appartient. Oui. Très bien. Quand le crochet est fermé, ici on a un intervalle fermé, donc moins 2 est compris, hein, est inclus. La borne moins 2 est inclus dans l'intervalle. Je rappelle un petit peu rapidement les choses, pour ceux qui nous regardent en replay. Donc un intervalle, donc pour voir les choses, vous placez vos nombres, donc moins 2 et 1. Ici est ouvert, donc le 1 est exclu, donc d'accord, le 1 on ne le prend pas, et le moins 2 est compris. Donc on prend tous les nombres avec le moins 2, mais le 1 on ne le prend pas. Moins 3,3, est-ce qu'il est dans l'intervalle moins 3,2, 1,5? Non. Non, on est d'accord, hein, parce que quand vous tracez votre droite, le moins 3,3 est un négatif qui est plus petit. Il vient à gauche. Il est plutôt avant. D'accord? Donc si vous avez ici le moins 3,2, le moins 3,3, il est... Je ne suis pas à l'échelle ici. C'est moins 3,3. Il est avant. D'accord? Il est plus petit. Plus vous descendez chez les négatifs, plus c'est petit. Hein, d'accord? C'est l'inverse des positifs. Donc n'appartient pas. Est-ce qu'un tiers, il est compris entre, appartient à l'intervalle moins 1, moins 1 sixième? Non. Non. Non, il est positif, alors que là, on n'est que des négatifs. 7,001, est-ce qu'il est dans l'intervalle ouvert 7, 8? Oui. Oui, tout le monde? Oui, il est après 7, oui. Eh bien, il est après 7, il n'y a que le 7 qui n'est pas pris, et on a une infinité de nombres après 7. Hein. D'accord? Dès qu'on rajoute juste une poussière, on n'est plus sur 7, on est à côté, et donc c'est bien compris. C'est bien, il appartient bien à l'intervalle ouvert. 7, 8. 5, est-ce qu'il appartient à moins 4, 5? Non. Bon, là c'est clair, il n'y a pas de confusion possible, puisque la borne 5 n'est pas incluse. Donc on ne prend pas, donc elle est exclue. On dit que 5 est exclu de l'intervalle en question. Bon, voilà pour l'application 6. On passe à la suite. Application 7. Encore des intervalles. Donc, complétez le tableau suivant. Donc là, on a déjà vu des exemples dans le cours. Donc l'intervalle qui représente l'inégalité x inférieur ou égal à 2. Donc on a tous les nombres
qui sont inférieurs ou égal à 2. Donc le 2 est compris, et on va prendre tout le monde jusqu'à L'infini. l'infini, dans le négatif, qu'on appellera moins l'infini. Donc ça sera moins l'infini, toujours ouvert, le moins l'infini, on dit qu'on ne l'atteint pas, et le 2, il sera compris. Alors maintenant, on nous a donné la partie assurée qu'on doit représenter par un intervalle ou une réunion d'intervalles. Donc la partie assurée, c'est moins l'infini, moins 4. Donc c'est moins l'infini, moins 4. Donc je pars du principe que la partie assurée qui m'intéresse. Hein. Moins l'infini, moins 4, ouvert. Alors, quand on met le U ici, ça veut dire, on lit union, et ça s'appelle une réunion d'intervalles. Une réunion d'intervalles. En gros, on va réunir les deux intervalles. Donc le premier intervalle, c'est moins l'infini, moins 4 ouvert, et le deuxième, 6 fermé, plus l'infini. Donc je peux avoir des nombres ici ou des nombres ici. Donc le OU, ça se représente par union. C'est la réunion de deux intervalles. D'accord? Ok. En inégalité, qu'est-ce que je vais écrire? Ben, une inégalité, ça sera x inférieur strictement à moins 4. Ok? Et j'aurai x supérieur à quoi? Supérieur ou égal à 6. À 6. Que j'aurais pu représenter ici. D'accord? Donc x supérieur à 6 et x inférieur à moins 4. Bon, je vais l'écrire en deux fois. Comme ça vous voit, ça vous montre bien la réunion de deux intervalles. X positif, donc strictement positif. Donc j'ai une inégalité stricte. Donc c'est cette partie-là. Et le 0 est exclu. Donc ce qui représente l'intervalle 0 ouvert plus l'infini. OK? Donc une représentation sur une droite vous permet de mieux voir les choses si vous avez une question sur une réunion d'intervalles, voire une intersection d'intervalles. L'intersection, c'est-à-dire regarder les nombres qui appartiennent à la fois à un intervalle et à un autre. Donc ce qu'on appelle l'intersection de deux ou plusieurs intervalles d'ailleurs. Enfin, l'intervalle moins 2,5, 1. Donc moins 2,5, 1. Donc ça sera le moins 2,5 est ici. Donc fermé. Donc je prends. Et je vais jusqu'à 1. Et donc je ferme en 1. Ce qui me permet d'assurer toutes ces zones-là. Donc ça obtient x compris entre moins 2,5 et 1. Et j'oublie pas que ça peut être égal, ça peut être atteint en 1 et en moins 2,5. OK? Ça va? Je vous ai pas trop assommé? Non. Vous tenez le coup? C'est bien. Il y a de la résistance en face. Alors, on finira avec l'exercice, l'application 8, comme ça je vous libère. Et la prochaine fois, on continuera. On fera, promis, la prochaine fois du Scratch. Avant de passer à l'application 8, je vous ai mis des exercices sur Labomap, sur Scratch. Donc, essayez de les faire. Ça vous permettra de préparer la séance sur Scratch. D'accord? Aujourd'hui, on n'en a pas fait, mais la semaine prochaine, on en fera sûrement.
Et donc, ça vous permettra de tester pas mal de petits programmes rigolos. En fait, c'est clairement bien, c'est très bien fait pour bien aborder le sujet, le logiciel. Ce ne sera pas du Scratch, hein, c'est juste un programme écrit en langage Scratch. Et donc, ça se trouve avec Labomap. Hein. C'est sur Labomap que je vous ai mis la séquence sur Labomap pour vous entraîner. Et comme ça vous explique un petit peu, en même temps, ça se corrige. C'est des exercices auto-corrige. Alors, on passe à l'application 8. Donc, sans calculatrice, on va essayer de sans calculatrice, d'encadrer chaque nombre par 2 nombres entiers consécutifs. Alors, essayez de trouver une stratégie qui nous permet d'encadrer racine carrée de 32 par 2 nombres entiers consécutifs. D'accord? Ça veut dire quoi, consécutif? Qui se Se suivent. Qui se suivent et sans utiliser la calculatrice. Comment va-t-on faire? Quelle serait votre stratégie? On va analyser ce qu'il y a dans la racine, déjà. Oui, 32, là, racine carrée de 32. Voir si c'est un carré parfait, par exemple. Voilà, très bien, Anne. Donc, il faut connaître les carrés parfaits. Voilà. Donc, ça, c'est clair et net qu'il faut bien connaître les carrés parfaits. C'est eux qui vont vous aider dans cette technique. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est que les carrés parfaits? Bon, c'est pas très compliqué. Alors, le premier, donc ici, c'est la première colonne, je vais écrire les x, d'accord? La deuxième colonne, je vais élever au carré. Donc 0, 0 au carré, c'est 0. D'accord? Ensuite, l'entier suivant, 1, son carré. Combien? C'est 1. Voilà. Donc 2, c'est 4. 3, c'est 9. Donc ça, il faut connaître les carrés au moins jusqu'à 13. Hein. D'accord? Donc 4, son carré, c'est 16. 5, 25. 6, 35. Carré de 7. 6, 36. Pardon, oulala. C'est la fin du cours. C'est la fin du cours, mais en fait, non, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit 5. C'est le 5 qui était bien fait ici. Oui, oui. Donc 7, 49, c'est la fin du cours. Mais j'ai pas fini, j'ai encore du boulot, moi. 64. Donc 9, 81. Je suis gêné par la caméra. Voilà, tac, j'ai mis là. Donc 10, 11, 12, 13. 10 au carré, donc c'est 100. 11 au carré, 121. on l'a vu tout à l'heure. 12 au carré, 144. 13 au carré, 169. 160. Voilà. Donc, quand vous connaissez ça, vous connaissez les racines carrées. D'accord? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en passant de cette colonne à cette colonne, on applique tout simplement la racine carrée. Donc, ce qui est en vert, c'est racine carrée. Donc, racine carrée de 0, c'est 0. Racine carrée de 1, c'est 1. Racine carrée de 4, c'est 2. Racine carrée de 9, c'est 3, etc. Donc, je refais. Racine carrée de 32, c'est compris entre racine carrée de 25 et racine carrée de quoi? 36. 36. Donc, c'est là que je suis descendu d'un cran. C'est pour ça que je ne dis pas consécutif, c'est un problème. On est forcément consécutif. Hein. Racine carrée de 36. Et donc, racine carrée de 32 est compris entre racine carrée de 32 et racine carrée de 36 qui est 6. Terminé. Donc, on vient de trouver 2 entiers consécutifs qui vont encadrer un nombre qui est irrationnel. D'accord? Donc, on a encadré racine carrée de 32 par 2 entiers consécutifs. Et on ne le connaît pas, hein, racine carrée de 32. On sait qu'il est entre 5 et 6, mais on n'est pas censé connaître sa valeur. Okay? Allez, essayez de me trouver sa racine carrée de 58, encadrée par 2 entiers. C'est 7 et 8. Je vais changer de couleur. Oui, donc c'est racine carrée de 58. Donc 58 est compris entre 49 et 64.
Donc 7 et 8. Donc entre racine carrée de 49 et racine carrée de 64. Et puisque je connais bien mes carrés parfaits, et c'est terminé. Ok, alors attention, vous avez un piège pour la suivante. Une racine carrée n'est pas négative. Ah si, c'est pas la racine carrée qui est négative là. Elle est inférieure à 0, là. Oui, attention, la racine carrée est toujours positive. Là, on n'a pas dit que la racine carrée est négative. Racine carrée de 85, c'est toujours un nombre positif. Ah oui, là, on a... D'accord. Ok. Par contre, moins racine carrée de 58 est négatif. Alors, oubliez le moins et faites comme si on avait racine carrée de 85. On sera entre quoi et quoi? On sera entre 9 et 10. On sera entre 9 et 10. Très bien. Ok. Donc là, terminé. Maintenant, un petit point court. Donc ça, c'est du Moins court. 10 et 9. Moins 10, moins 9. Eh Oui, oui. c'est ça. Moins 10, moins 9. Voilà, un petit point court. Quand vous avez A inférieur à B, d'accord, les inéquations font partie du programme, donc il faut bien les maîtriser là. Bon, il n'y a pas énormément de questions, mais parfois il y a une question qui vient avec quelques petits points. Donc si vous avez A inférieur à B, et vous multipliez par un nombre négatif. Donc je vais multiplier l'inégalité par un nombre négatif, d'accord? Donc je vais multiplier par C, donc je vais appeler C un nombre réel négatif, d'accord? Et donc A fois C ne sera pas inférieur à B fois C, mais ça sera supérieur. Donc si je multiplie une inégalité par un nombre négatif, je dois inverser l'ordre. D'accord? Est-ce que c'est clair? D'accord? Oui. Donc si vous multipliez ou si vous divisez. Donc si je divise aussi par un nombre négatif, je dois inverser l'ordre. Donc si vous multipliez une inégalité ou vous divisez cette inégalité par un nombre négatif, vous devez inverser l'ordre, c'est-à-dire si c'est inférieur, ça devient supérieur, et si c'est supérieur, ça devient inférieur. Inférieur ou égal aussi, hein, c'est pareil, il n'y a pas de problème. Donc, ici, je vais tout multiplier par combien du coup? Par combien je vais multiplier? Pour arriver à moins racine de 85. Pas d'idée? Je vous ai perdu là. Je sais que c'est difficile, on est vers la fin. Alors, regardez, je vais multiplier par moins 1. Quand vous avez un moins ici, vous devez multiplier par moins 1. Donc si je multiplie par moins 1, donc je dois inverser l'ordre, d'accord? Donc je vais prendre cette partie-là d'abord, commençons par ça. Si je multiplie par moins 1 là et là, vous allez avoir moins racine carrée de 85 qui était supérieur à 9, ça devient inférieur à moins 9. Ça va là? Oui? C'est bon? Oui, moi je l'avais fait en direct, mais oui, après... Ok. Bon, j'explique à tout le monde. Hein. Donc, racine carrée de 85 inférieure à 10, je multiplie par moins 1, ça devient moins racine carrée de 85. Inférieur, ça devient, quand c'est trop simple, ça devient compliqué. Supérieur à moins 10, d'accord? Donc, inférieur, ça devient supérieur. Mais en fait, grosso modo, ce qui se passe, c'est que, regardez, le moins 10 qui est ici, il va passer, le 10 qui est ici, il va passer par là, il devient moins 10. Et le 9 qui était là, il va passer par là, il devient moins 9. D'accord? Puisque moins racine carrée de 85 est inférieur à moins 9. Voilà. Et moins racine carrée de 85 est supérieur à moins 10, que voici. On vient d'encadrer notre moins racine carrée de 85 par
deux nombres entiers consécutifs. D'accord? Et il faut savoir que à chaque fois que vous allez avoir deux nombres entiers n et n plus 1, vous allez avoir dedans, ici, là, entre les deux, une infinité de irrationnels. Vous allez en avoir une infinité. Donc on en connaît quelques-uns, mais on ne les connaît pas tous. Il y a toujours un irrationnel qui est compris entre deux nombres entiers consécutifs. Et même entre deux réels. OK? Le dernier, tiens, est-ce que quelqu'un l'a trouvé le dernier? On arrêtera sur ça. Voilà, du coup, il faut que je continue un petit peu mon développement là. Les carrés parfaits. Alors, je vais vous autoriser à utiliser la calculatrice ici. Vous allez me donner 14 au carré, 15 au carré, etc. Allez, 14 au carré. 196. 196. Ensuite, 15 au carré. Ça nous fait 225. 225. Donc ça aussi, c'est des carrés qu'on connaît. 16 au carré. 256. 256. On est encore loin. 17 au carré. 289. On s'y approche. Plus vous allez vite, plus tôt je vous libère. Non, je rigole. 18 au carré. 324. Ah, attendez, j'ai mis des carrés ici, il ne fallait pas. On a dit 18 au carré. Je change de stylo. Voilà. Donc 18. Et au carré, c'est combien, vous me dites? 324. 320. Non. Ah non. 18 au carré, ça ne peut pas faire 224. 324. 324. Ah, 324, oui. On n'est pas loin là. 20 au carré, bon, on connaît 20 au carré. 400. 400. 19 au carré, c'est 361. Ok. 21. 21, 441. Le 21, il est connu aussi. Et 22, je pense qu'on y est là. 22. 484. Alors, ça serait donc entre c'était quoi notre 408, donc ça serait entre 20 et 21. Entre 20 et 21, parfait. Entre 20 et 21. Dernière question pour voir si vous avez compris. Et moins racine carrée de 408. Moins 21 et moins 20. Voilà, vous switchez les bornes de l'inégalité. Quand vous multipliez par un nombre négatif, ben voilà, vous switchez. Donc le 21 il passe par là en changement de signe, avec le changement de signe, et le moins 20 de l'autre côté. C'est pareil si j'avais à diviser, bien sûr. Donc ici, on a multiplié par moins 1. Donc attention, quand vous avez un moins comme ça veut dire que c'est le moins 1 qui multiplie racine carrée de 408 ou le nombre en question. Et bien voilà, on a réussi à encadrer plein de racines carrées par deux nombres entiers consécutifs. C'est même un théorème donc, qui dit que en fait R est dense dans Q. Enfin bref, pour vous, c'est des termes qui ne vous parlent pas, mais c'est ce que j'ai dit ici. Si vous prenez deux nombres réels, entre deux nombres réels, vous trouvez forcément une fraction et vous trouvez forcément un nombre irrationnel. D'accord? On prend deux nombres réels au hasard, les plus proches possibles si vous voulez, pas de problème. Et entre les deux, vous allez trouver forcément une fraction rationnelle, un nombre rationnel, et forcément un nombre irrationnel. D'accord? Voilà pour l'idée. Bien sûr, ce n'est pas dans le programme ce que je vous dis, mais par contre, ce qui est dans le programme, c'est de bien connaître vos carrés parfaits pour pouvoir les utiliser assez rapidement et repérer aussi les techniques. Bon, aujourd'hui, on a vu pas mal de propriétés de cours. Je vous conseille de les mettre sur des fiches résumées, d'accord?
notamment sur le calcul fractionnaire et le calcul des puissances. C'est des choses qui doivent rester en tête pour pouvoir les appliquer plus tard. D'accord? Ok? D'accord. Bon. Je ne vais pas tarder, je ne vais pas vous retarder plus que ça. On arrive à la fin de notre séance, donc c'est déjà notre 5e séance. En tout cas, merci pour votre attention. Et je vous dis, je vais arrêter le partage. Merci, en tout cas. Voilà, bah, je vous en prie. Donc on se verra, Elsa, je crois que tu as levé la main, mais c'était avant, ok. Donc on se revoit normalement la semaine prochaine. Et on fera forcément du Scratch. Essayez de faire les exercices de Scratch que je vous ai mis sur la BOMEP. Essayez, si vous avez du temps, essayez de les faire. Ça vous avancera pour la séance prochaine. OK? Ok. Ben, Allez. merci beaucoup. Merci. Bonne Bonne soirée. à tous. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à tous Bonne et à la soirée. semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.